Chaque épouse du chef mourait en couches. Une jeune institutrice a découvert pourquoi. « Si tu bois encore cette tisane, toi aussi tu mourras comme les autres. » Quand Adélaïde a entendu ces mots murmurés dans l'obscurité de la cuisine, son sang s'est glacé dans ses veines. Elle a posé la main sur son ventre rond de 7 mois et elle a compris que la femme qu'elle aimait comme une mère voulait la tuer. Avant de continuer cette histoire incroyable, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification et laissez un pouce bleu. Vous ne regretterez pas d'être resté jusqu'à la fin. Notre histoire commence à Bafoussam, dans la région de l'ouest du Cameroun, une ville où les collines vertes côtoient les toits de tôle rouillée, où le bruit des mototaxis se mêle au chant des coqs dès 5 heures du matin. Adélaïde Nguemo avait 24 ans. Elle était institutrice à l'école publique du quartier Tamdja. Chaque matin, elle se levait à 5 heures, préparait le petit déjeuner pour ses parents âgés, marchait 40 minutes pour rejoindre l'école et enseignait à 53 élèves de CE2 dans une salle de classe où il manquait la moitié des bancs. Adélaïde n'était pas riche. Son salaire de 120 000 francs CFA par mois suffisait à peine. Mais elle avait quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Une lumière dans les yeux, une douceur dans la voix, qui faisait que les enfants l'adoraient et que les parents la respectaient. Elle vivait chez ses parents, dans une petite maison de 3 pièces au quartier Djeleng. Son père, Papa Nguemo, ancien menuisier, ne pouvait plus travailler à cause de ses genoux usés. Sa mère, maman Thérèse, vendait des beignets haricots au bord de la route, mais ses yeux faiblissaient de jour en jour. Adélaïde payait tout. Les médicaments de son père, 15 000 francs par mois. Les lunettes de sa mère, elle économisait depuis 1 an pour les acheter. L'électricité, l'eau, le riz, l'huile. Elle ne se plaignait jamais. Le dimanche, à l'église presbytérienne du quartier, elle chantait dans la chorale. C'est là que le chef Kamga Bertrand l'a remarquée pour la première fois. Le chef Kamga était un homme de 47 ans, grand, le ventre imposant, toujours habillé en tenue traditionnelle bamiléké avec son bonnet brodé. Il était le chef du village de Banjoun Centre, un titre hérité de son père. Mais surtout, il était riche. Très riche. Il possédait 3 magasins de matériaux de construction au marché A, 2 immeubles locatifs à Douala et des hectares de terrain dans tout le département. Tout le monde le respectait. Tout le monde le craignait aussi. Car le chef Kamga avait un secret que les gens murmuraient à voix basse, dans les marchés, dans les taxis, dans les groupes WhatsApp du quartier. Ses épouses mouraient. La première, Sandrine, était morte en couche en 2014. Le bébé avait survécu, mais Sandrine avait fait une hémorragie foudroyante à la maternité. On avait dit que c'était la volonté de Dieu. La deuxième, Françoise, était morte en 2017. Là aussi, pendant l'accouchement. Le bébé était mort aussi, cette fois-là. Les gens avaient commencé à parler. Disaient certains, murmuraient d'autres. La famille du chef est maudite. La troisième épouse, Clarisse, une jeune coiffeuse de 22 ans, avait épousé le chef en 2019. Elle était morte en 2020, à 8 mois de grossesse. Hémorragie interne. Le bébé n'avait pas survécu non plus. 3 femmes, 3 morts. Toujours pendant la grossesse ou l'accouchement.
Le chef Kamga pleurait à chaque enterrement. Il portait le deuil pendant des mois. Il faisait des dons à l'église. Les gens compatissaient. Mais ce que tout le monde ignorait, c'est que la vérité était bien plus sombre que la sorcellerie. Quand le chef Kamga a commencé à fréquenter Adélaïde, c'était en douceur. Il venait à l'école, apportait des cahiers et des stylos pour les élèves. Il a fait réparer le toit de la salle de classe qui fuyait pendant la saison des pluies. Il a offert à Papa Nguemo un fauteuil roulant tout neuf. Adélaïde n'était pas naïve. Elle savait ce que les gens disaient sur les épouses du chef. Mais quand elle voyait son père sourire dans son nouveau fauteuil, quand elle voyait ses élèves écrire avec des stylos neufs, quelque chose en elle faiblissait. Et puis, le chef Kamga était tellement gentil, si attentionné. Il ne la brusquait jamais. Il lui parlait avec respect. Il lui disait « Code 5 ». Sa mère, maman Thérèse, l'encourageait. « Ma fille, c'est Dieu qui t'envoie cet homme. Regarde tout ce qu'il fait pour nous. Ne laisse pas passer cette chance. » Adélaïde hésitait encore quand le chef lui a présenté sa mère, Maha Bernadette. Maha Bernadette était une femme de 72 ans, sèche comme un arbre mort, avec des yeux perçants qui semblaient voir à travers les gens. Elle portait toujours un foulard noué serré autour de la tête et un chapelet de perles autour du poignet gauche. Elle avait accueilli Adélaïde avec une chaleur qui avait surpris tout le monde. « Mon enfant », avait-elle dit en prenant les mains d'Adélaïde dans les siennes. « Je t'ai observée. Tu es une bonne fille, pieuse, travailleuse. C'est exactement la femme qu'il faut à mon fils. » Maha Bernadette avait même pleuré. Adélaïde avait cédé. Le mariage a eu lieu en juin 2022. Une grande cérémonie à la chefferie, avec des danses traditionnelles, du inkoui, du taro pilé, de la viande de porc braisée. 300 invités. Le chef avait dépensé plus de 5 millions de francs CFA. Adélaïde avait quitté l'enseignement. Le chef ne voulait pas que sa femme travaille. « Tu n'as plus besoin de ce petit salaire, » avait-il dit. « Je m'occupe de tout. Concentre-toi sur la maison. » La maison. Une grande villa de 8 pièces à la sortie de Bafoussam, avec un jardin, un gardien, 2 femmes de ménage. Adélaïde avait l'impression de vivre dans un rêve. Mais ce qu'Adélaïde ignorait, c'est que la vie dans cette maison lui préparait quelque chose d'inattendu. Les premiers signes sont apparus après 3 mois de mariage. Maha Bernadette, qui vivait dans un bâtiment annexe de la concession, avait commencé à contrôler chaque aspect de la vie d'Adélaïde. Le matin, elle entrait dans la cuisine sans frapper. « Adélaïde, tu n'as pas encore préparé le ndolé ? Mon fils aime manger à midi pile. » Adélaïde préparait le ndolé. Mais quand le chef rentrait, Maha Bernadette disait « Et le chef, sans même goûter le plat d'Adélaïde, repoussait l'assiette. » Adélaïde ravalait sa fierté. Elle se disait que c'était normal, que la belle-mère avait ses habitudes, que ça allait passer. Ça n'est pas passé. Un samedi, la sœur du chef, tantine Agnès, est venue en visite avec ses 3 enfants. Adélaïde avait passé toute la matinée à préparer la maison. Elle avait lavé les rideaux, ciré le sol du salon, acheté du jus de gingembre frais et des beignets au marché. Quand tantine Agnès est arrivée, Maha Bernadette l'a interceptée à la porte, et elle a montré du doigt une tache sur le rideau du salon. Une minuscule tache que personne n'aurait remarquée. Adélaïde était debout dans le couloir, le plateau de jus de gingembre dans les mains, et elle a entendu tantine Agnès rire. « Maman, patience, ce n'est pas de sa faute, c'est une fille de rien.
Elle n'a pas grandi dans une bonne famille. Adélaïde a senti le plateau trembler dans ses mains. Le jus de gingembre a failli se renverser. Elle a serré les dents si fort que ses mâchoires lui ont fait mal pendant 3 jours. Elle a servi le jus sans un mot. Elle a souri. Elle a dit « Bienvenue, Tantine ». Un autre jour, le chef avait invité des amis d'affaires pour un dîner. Adélaïde avait préparé un poulet DG, le meilleur plat qu'elle connaissait. Elle avait passé 4 heures en cuisine. Le poulet était doré, les plantains caramélisés, la sauce parfumée au thym et au laurier. Quand elle a apporté le plat à table, Maha Bernadette a goûté une bouchée, puis elle a repoussé l'assiette devant les 6 invités. « Mon fils, cette femme essaie de t'empoisonner avec sa cuisine. Le poulet n'est pas cuit. Goûtez, messieurs, goûtez !» Le poulet était parfaitement cuit. Tout le monde le savait. Mais personne n'a contredit Maha Bernadette. Le chef a ordonné à Adélaïde de jeter le plat et de commander du poulet braisé au restaurant du coin. Adélaïde a jeté 4 heures de travail à la poubelle, devant tout le monde, sans pleurer. Elle est retournée dans la cuisine, elle a fermé la porte et elle a enfoncé son poing dans sa bouche pour ne pas hurler. Mais ce que Maha Bernadette ignorait, c'est que chaque humiliation qu'elle infligeait à Adélaïde ne faisait que renforcer quelque chose en elle. Quelque chose de dur, de solide, comme une graine qui pousse dans le béton. Maha Bernadette a convaincu le chef de retirer la carte bancaire d'Adélaïde. Le chef avait obéi. Désormais, pour acheter quoi que ce soit, même des serviettes hygiéniques, Adélaïde devait demander l'argent à Maha Bernadette, qui tenait les comptes de la maison. La vieille femme lui donnait les billets un par un, en les comptant lentement, en la regardant dans les yeux. Les autres épouses, celles qui étaient mortes. Adélaïde ne pouvait plus appeler ses amis. Maha Bernadette avait convaincu le chef de lui confisquer son téléphone. Les femmes d'aujourd'hui passent leur temps sur WhatsApp au lieu de s'occuper de leur foyer. Donne-moi ton téléphone, mon enfant. Je te le rendrai quand tu en auras besoin. Adélaïde avait un vieux Nokia à touche que Mireille lui avait glissé en secret lors d'une visite. Elle le gardait caché dans l'ourlet d'un pagne au fond de l'armoire. C'était son seul lien avec le monde extérieur. Ses parents ne venaient presque plus la voir. Maha Bernadette les recevait froidement, ne leur offrait ni eau, ni chaise. Un jour, maman Thérèse était venue apporter du plantain mûr pour sa fille. Maha Bernadette l'avait arrêtée au portail. « Maman Thérèse, ici c'est la concession du chef. On ne vient pas sans invitation. Votre fille mange bien. Elle n'a besoin de rien. » Maman Thérèse était repartie avec son sac de plantain, les larmes aux yeux. Quand Adélaïde l'a appris le soir, elle a pleuré dans la douche, debout, l'eau froide coulant sur son visage pour que personne n'entende ses sanglots. Et ce n'était que le début. 6 mois après le mariage, Adélaïde est tombée enceinte. La joie a explosé dans la famille. Le chef a égorgé 2 chèvres. Maha Bernadette a dansé devant la concession. Les voisins sont venus féliciter. Mais quelque chose a changé dans le regard de Maha Bernadette. Dès le lendemain de l'annonce, la vieille femme a pris le contrôle total de la grossesse d'Adélaïde. Elle a déclaré qu'Adélaïde ne devait plus sortir seule, Adélaïde n'avait plus le droit de sortir seule, même pour aller à la pharmacie, même pour aller à l'église. Maha Bernadette l'accompagnait partout, la main posée sur son bras,
comme une chaîne invisible. Elle contrôlait ce qu'Adélaïde mangeait. Plus de viande rouge, plus de poisson fumé, plus de fruits acides. Uniquement ce que Maa Bernadette préparait elle-même, dans la petite cuisine du bâtiment annexe où personne d'autre n'avait le droit d'entrer. « C'est pour le bien du bébé », disait-elle. Ma mère faisait pareil avec moi. Nos traditions sont plus fortes que la médecine des Blancs. Et chaque soir, la tisane. Elle a commencé à préparer une tisane spéciale chaque soir. Une décoction sombre, épaisse, qui sentait la terre humide et quelque chose d'autre. Une odeur douceâtre, écœurante, comme du caoutchouc brûlé. Ma Bernadette allait cueillir les plantes elle-même dans la brousse, tôt le matin, avant que le soleil ne se lève, quand les routes étaient encore vides et que personne ne pouvait la voir. Elle rapportait les plantes dans un sac noir qu'elle rangeait dans un placard fermé à clé. La tisane avait un goût amer, métallique, qui restait dans la gorge pendant des heures. Adélaïde la buvait en grimaçant, mais la buvait, par respect, par obéissance. Pendant ce temps, le chef avait changé aussi. Il ne dormait plus dans la chambre conjugale. Il passait ses nuits dehors, rentrait à 3 heures du matin, la laine chargée d'alcool et de parfums de femme. Quand Adélaïde osait demander où il avait été, il la regardait avec mépris. Un soir, Adélaïde a surpris une conversation entre le chef et Maa Bernadette dans le salon. Elle revenait des toilettes, pieds nus sur le carrelage froid, quand elle a entendu la voix de la vieille femme. « Mon fils, j'ai vu la fille de l'adjoint au maire. Belle, claire, des hanches larges. Quand tout sera fini, je te la présenterai. » Le chef avait ri, un rire gras, satisfait. « Maman, tu penses toujours à tout. » Adélaïde était restée figée dans le couloir sombre, la main sur son ventre, le cœur battant si fort qu'elle avait peur qu'il l'entende. Quand tout sera fini. Qu'est-ce que cela voulait dire ? Elle n'avait pas dormi cette nuit-là. Elle avait fixé le plafond, les yeux grands ouverts, en écoutant les criquets chanter dehors et en sentant son bébé bouger dans son ventre. Mais la vérité allait bientôt éclater. 3 semaines plus tard, Adélaïde a commencé à saigner. Pas beaucoup, quelques gouttes, mais assez pour la terrifier. Elle a voulu aller à l'hôpital. Maa Bernadette a refusé. Mais cette fois, Adélaïde a refusé de boire. Quelque chose en elle, un instinct animal, primaire, lui a dit de reposer le gobelet. Maa Bernadette a insisté. Sa voix est devenue dure. « Tu refuses la tisane de ta belle-mère ? C'est comme ça que tu me respectes ?» Adélaïde a soutenu son regard. Pour la première fois, elle a vu quelque chose dans les yeux de la vieille femme. Pas de la colère, pas de l'indignation, de la peur. Maa Bernadette avait peur qu'Adélaïde refuse de boire. Cette nuit-là, quand tout le monde dormait, Adélaïde a fait quelque chose qu'aucune des épouses précédentes n'avait fait. Au lieu de vider le reste de tisane dans l'évier, elle l'a versé dans une petite bouteille en plastique de Tanguy qu'elle a cachée dans son sac. Le lendemain matin, elle a appelé sa cousine Mireille, la seule personne en qui elle avait encore confiance. Mireille était infirmière à l'hôpital régional de Bafoussam. Mireille a accepté. Elle a pris la bouteille et l'a envoyée au laboratoire de l'hôpital Lacintini à Douala, où elle avait un ami pharmacien. Les résultats sont arrivés 1 semaine plus tard. Mireille a appelé Adélaïde. Sa voix tremblait. Adélaïde a inventé un prétexte. Elle devait acheter du tissu pour le bébé. Et elle a pris un Bolt jusqu'au marché.
Mireille l'attendait devant la boutique de pagne Etz Nana. Elle avait les yeux rouges. Tirez bas, quote tirez bas, 31, tirez bas, tirez bas. Mireille n'a pas pu finir sa phrase. Adélaïde a compris. La tisane de Mahabernadette était un poison. Un poison lent, administré pendant des mois, qui provoquait des complications fatales pendant l'accouchement. Sandrine, Françoise, Clarisse. 3 femmes, 3 grossesses, 3 tisanes, 3 morts. Et maintenant, c'était son tour. Adélaïde n'a pas crié, elle n'a pas pleuré. Elle s'est assise sur un banc devant la boutique de pagne, au milieu du bruit du marché, des femmes qui criaient les prix des tomates, des enfants qui couraient entre les étals, et elle a respiré. Une respiration lente, profonde, comme celle qu'elle enseignait à ses élèves quand ils étaient agités. Puis elle a dit, d'une voix si calme que Mireille en a eu des frissons, « Ma Bernadette tue les femmes de son fils. Et lui, il sait. Il sait et il la laisse faire. » Mireille a attrapé son bras. « Il faut partir, Adé, maintenant, ce soir. » Adélaïde a secoué la tête. « Non, pas comme ça. Si je pars maintenant, elle trouvera une autre fille. Et cette fille mourra. Je dois faire en sorte que ça s'arrête. Définitivement. » Ce jour-là, au marché A de Bafoussam, assise sur un banc en bois usé, le ventre rond sous son pagne, Adélaïde a cessé d'être une victime. Mais ce que Mahabernadette et le chef Kamga ignoraient, c'est que la vie leur préparait quelque chose d'inattendu. Adélaïde a mis son plan en place avec une précision chirurgicale. Elle a divisé sa stratégie en 4 étapes. Elle les a écrites sur un petit papier qu'elle gardait plié dans son soutien-gorge contre son cœur. Étape 1, survivre. Étape 2, collecter les preuves. Étape 3, sécuriser les alliés. Étape 4, frapper. Pour l'étape 1, elle a joué la comédie avec un talent qu'elle ne se connaissait pas. Pendant les semaines suivantes, chaque soir, elle portait le gobelet de tisane à ses lèvres sous le regard vigilant de Mahabernadette, mouillait ses lèvres, avalait une micro-gorgée pour que la vieille femme voie sa gorge bouger, puis gardait le reste dans sa bouche. Elle attendait que Mahabernadette tourne le dos, ne serait-ce qu'une seconde, pour recracher le liquide dans un mouchoir qu'elle cachait dans sa manche. Certains soirs, Mahabernadette ne tournait pas le dos. Elle restait assise, les bras croisés, des yeux fixés sur Adélaïde jusqu'à la dernière goutte. Ces soirs-là, Adélaïde buvait. Elle n'avait pas le choix. Mais en quantité infime par rapport à ce que Mahabernadette croyait lui administrer. Après chaque fausse ingestion, elle allait aux toilettes et se faisait vomir discrètement. Le bruit de la chasse d'eau couvrait tout. Chaque dose évitée ou recrachée, elle la versait dans des bouteilles en plastique qu'elle dissimulait dans un sac, sous une pile de vieux pagnes au fond de l'armoire. Pour l'étape 2, l'épreuve, elle a agi avec une patience de fourmi. D'abord, le téléphone. Pendant que le chef dormait, ivre, sur le canapé du salon, il ne montait même plus dans la chambre conjugale, Adélaïde descendait pieds nus, le cœur battant, à 2h du matin. Elle prenait son téléphone sur la table basse, à côté de la bouteille de whisky vide, et elle photographiait ses conversations WhatsApp avec son Nokia caché. La lumière bleue de l'écran dans l'obscurité du salon. Le ronflement du chef. Le tic-tac de l'horloge murale. Le bruit de son propre souffle qu'elle essayait de contrôler. Elle a trouvé des messages entre le chef et un certain docteur Patrice, un faux médecin
un charlatan du quartier Famla qui lui fournissait la misoprostol broyée. Les messages remontaient à 2013, avant même la mort de Sandrine. « Chef, la poudre est prête. Même dosage que la dernière fois. 50 000 francs. » Et la réponse du chef : « Ok, envoie par moto. Maman va récupérer. » Maman va récupérer. Adélaïde a photographié tout. Date, montant, numéro de téléphone. Elle prenait 3 photos de chaque conversation au cas où une serait floue. Elle a rempli la mémoire de son Nokia en 1 semaine. Mireille lui a apporté une carte SD de rechange cachée dans un tube de crème pour le corps. Pour l'étape 3, les alliés, Adélaïde a contacté discrètement les familles des anciennes épouses. La sœur de Sandrine, Pulchérie, vivait à Douala. Adélaïde l'a appelée. « Pulchérie, je suis la nouvelle épouse du chef Kamga. Je sais ce qui est arrivé à Sandrine, et je peux le prouver. » Pulchérie a pleuré pendant 20 minutes au téléphone. Puis elle a dit « Ma sœur, on savait, on sentait que quelque chose n'allait pas, mais on n'avait aucune preuve. Les gens disaient que c'était la sorcellerie. Même notre propre famille nous disait d'accepter la volonté de Dieu. » La mère de Françoise, une vieille femme de Tchang, avait gardé le dossier médical de sa fille. Elle l'a envoyé à Adélaïde par DHL. Adélaïde a aussi consulté un avocat. Maître Fotso, un jeune avocat du barreau de l'Ouest, spécialisé en droit pénal. Elle l'a rencontré en secret, dans son cabinet du quartier commercial, un mardi après-midi où Maa Bernadette était à l'église pour la réunion des femmes chrétiennes. Pour sortir de la concession sans éveiller les soupçons, Adélaïde avait dit au gardien qu'elle allait à la pharmacie acheter des vitamines prénatales. Elle avait même montré l'ordonnance du médecin. Le gardien, un vieil homme nommé Baba Moussa, l'avait laissé passer sans poser de questions. Maître Fotso était un homme mince, avec des lunettes rondes et une voix douce qui contrastait avec la gravité de ce qu'il disait. Il a examiné les preuves, les photos du téléphone, les premiers résultats d'analyse, le dossier médical de Françoise. Son visage est devenu grave. « Madame, ce que vous avez ici, c'est un dossier d'empoisonnement volontaire ayant entraîné la mort. En droit camerounais, c'est un crime passible de la réclusion à vie. Mais il faut que les analyses soient refaites par un laboratoire agréé et il faut porter plainte au commissariat central. » Il a ajouté une chose qui a frappé Adélaïde. « Madame, vous devez comprendre que cet homme est un chef traditionnel. Il a des connexions, des amis au tribunal, à la gendarmerie, à la sous-préfecture. Si votre dossier n'est pas bétonné, ils trouveront un moyen de l'étouffer. Il faut que chaque preuve soit irréfutable. » Adélaïde a hoché la tête. Irréfutable. Ce mot est devenu son obsession. Elle a fait refaire les analyses, cette fois dans un laboratoire certifié à Yaoundé, le Centre Pasteur. Mireille a fait le voyage en bus de nuit, les échantillons cachés dans une glacière isotherme, coincée entre ses pieds sous le siège. Les résultats sont revenus 10 jours plus tard. Identiques. Misoprostol. Coloquinte. Dose suffisante sur une période prolongée pour provoquer exactement les symptômes qui avaient tué les 3 premières épouses. Le rapport du Centre Pasteur portait un tampon officiel, un numéro d'accréditation et la signature de 2 pharmaciens.
Adélaïde a aussi fait quelque chose de très malin. Elle a retrouvé l'ancienne femme de ménage de la concession, une femme nommée Maman Gono, qui avait travaillé pour le chef pendant 6 ans avant d'être renvoyée par Maha Bernadette. Maman Gono vivait maintenant au quartier Madagascar, dans une chambre qu'elle louait pour 20 000 francs par mois. Quand Adélaïde l'a retrouvée, Maman Gono a d'abord refusé de parler. Elle avait peur. Mais quand Adélaïde lui a montré les résultats d'analyse, la vieille femme a pleuré. « Je savais, a-t-elle murmuré. Je savais qu'il se passait quelque chose. La tisane. Maha Bernadette m'interdisait d'entrer dans sa cuisine quand elle la préparait. Une fois, j'ai touché le gobelet par accident. Elle m'a giflé, devant tout le monde. C'est pour ça qu'elle m'a renvoyée. Elle avait peur que je parle. » Maman Gono a accepté de témoigner. Adélaïde a enregistré sa déclaration sur le Nokia, avec la date et l'heure. Pendant tout ce temps, elle continuait à sourire à Maha Bernadette, à dire « Oui, maman », quand la vieille femme lui ordonnait de laver le linge à la main au lieu d'utiliser la machine, à supporter les insultes du chef qui rentrait chaque nuit plus tard, plus ivre, plus méprisant. Adélaïde souriait et baissait les yeux. Mais à l'intérieur, elle comptait les jours. Elle a aussi ouvert un compte bancaire secret chez Express Union, au nom de sa cousine Mireille, et y a transféré progressivement de petites sommes, l'argent que Maha Bernadette lui donnait pour le marché, et dont elle économisait quelques milliers de francs à chaque fois. En 2 mois, elle avait mis de côté 180 000 francs. Elle a fait des copies de tous les documents importants, le certificat de mariage, les titres fonciers que le chef gardait dans un coffre dont elle avait trouvé la clé, les reçus des magasins de matériaux, les relevés bancaires. Tout est entré dans une grande enveloppe marron. Quand Adélaïde a atteint son 8e mois de grossesse, elle était prête. Le jour qu'elle avait choisi était un dimanche, après l'église. Elle savait que toute la famille élargie du chef serait réunie pour le déjeuner dominical, comme chaque semaine. Les oncles, les tantes, les cousins. Le sous-préfet, ami du chef. Le pasteur de l'église. 32 personnes autour des tables disposées dans la cour de la concession, sous le manguier. Le repas venait de se terminer. Les hommes buvaient du vin de palme. Les femmes débarrassaient. Maha Bernadette trônait dans son fauteuil en plastique blanc, recevant les hommages de la famille. Adélaïde s'est levée. Le silence est tombé lentement, comme un rideau. Le chef a levé les yeux de son verre, agacé. Mais Adélaïde est restée debout. Ses mains ne tremblaient pas. Sa voix était claire. Elle a marqué une pause. Chaque visage dans la cour était tourné vers elle. Maha Bernadette s'est redressée dans son fauteuil. Ses yeux se sont rétrécis. Adélaïde a sorti la grande enveloppe marron de son sac. Elle l'a ouverte calmement, méthodiquement, et elle a commencé à poser les documents sur la table, un par un, comme on distribue des cartes. Voici les résultats d'analyse de la tisane que Maha Bernadette me prépare chaque soir. Laboratoire certifié de Yaoundé. Misoprostol et extrait de coloquinte. Des substances qui provoquent des contractions prématurées et des hémorragies internes. Premier document sur la table. Voici le dossier médical de Françoise, la 2e épouse. Hémorragie interne. Les mêmes symptômes exactement. 2e document.
Voici les captures d'écran des conversations WhatsApp entre mon mari et un certain docteur Patrice du quartier Famla, qui lui fournissait la misoprostol depuis 2013, avant même la mort de Sandrine. 3e document. Puis 4e, puis 5e. Chaque feuille qui se posait sur la table faisait l'effet d'une gifle. Maha Bernadette s'est levée brusquement. Son fauteuil en plastique est tombé en arrière. « C'est un mensonge. Cette fille est une sorcière. C'est elle qui veut détruire notre famille. Bertrand, dis quelque chose. » Le chef Kamga était devenu gris. La couleur avait quitté son visage. Il ouvrait la bouche, mais aucun son ne sortait. Son verre de vin de palme tremblait dans sa main. Le sous-préfet s'est emparé des documents. Il les a lus en silence, les sourcils de plus en plus froncés. Adélaïde a continué. Un murmure a parcouru l'assemblée comme une vague. Maha Bernadette a reculé d'un pas. Pour la première fois de sa vie, la vieille femme semblait petite. « Et les femmes » a continué Adélaïde. « Les femmes mouraient parce que Maha Bernadette ne voulait pas d'héritier. Un héritier aurait eu droit à la succession. Un héritier aurait menacé son contrôle sur les biens. Chaque grossesse était une menace. Alors, chaque grossesse devait se terminer de la même façon. Le pasteur s'est signé. Une tante a éclaté en sanglots. Adélaïde a regardé le chef droit dans les yeux. Le chef a laissé tomber son verre. Le vin de palme s'est répandu sur la terre rouge. Adélaïde a ramassé l'enveloppe marron. Elle l'a tenue contre sa poitrine. Une copie de ce dossier est déjà chez Maître Fautzeau, avocat au barreau de l'Ouest. Une autre copie est au commissariat central de Bafoussam. La plainte a été déposée vendredi. Les familles de Sandrine, Françoise et Clarisse se sont portées partie civile. Elle a fait un pas vers la sortie de la cour. Puis, elle s'est retournée une dernière fois. Adélaïde est sortie de la concession. Un taxi l'attendait devant le portail. Mireille était au volant. Elle n'est jamais revenue. L'arrestation a eu lieu 3 jours plus tard. La gendarmerie est venue à 6 heures du matin. Maha Bernadette et le chef Kamga ont été emmenés, menottés, sous les yeux des voisins qui filmaient avec leur téléphone. Les vidéos ont fait le tour des groupes WhatsApp de Bafoussam en moins d'1 heure. Puis de tout le Cameroun. Puis de toute la diaspora. Le docteur Patrice a été arrêté le même jour dans sa clinique du quartier Famla. Une pièce sombre avec une table et des bocaux de poudre non identifiés. Le procès a duré 4 mois. Il a fait la une des journaux. Les analyses toxicologiques commandées par le tribunal ont confirmé tout ce qu'Adélaïde avait avancé. Un expert médico-légal de Yaoundé a même demandé l'exhumation des corps de Sandrine et de Clarisse. Les traces de misoprostol étaient encore détectables dans les os. Maha Bernadette a été condamnée à la réclusion à perpétuité pour empoisonnement ayant entraîné la mort sur 3 personnes. En entendant le verdict, elle s'est effondrée au sol du tribunal. Personne ne l'a aidée à se relever. Le chef Kamga a été condamné à 25 ans de réclusion pour complicité d'empoisonnement et homicide volontaire. Le docteur Patrice a reçu 15 ans. En prison, le chef Kamga a découvert ce que c'est que d'être traité comme il traitait les autres. Les gardiens ne le respectaient pas. Les autres détenus le méprisaient. Un homme qui tue ses propres femmes
même en prison, c'est le plus bas de l'échelle. On raconte qu'il a écrit des lettres à Adélaïde. 3 lettres. Dans la première, il la menaçait. Dans la deuxième, il suppliait. Dans la troisième, il demandait pardon et proposait de la reprendre comme épouse si elle retirait sa plainte. Adélaïde n'a ouvert aucune des 3 lettres. Elle les a données à maître Fotso pour le dossier. Maha Bernadette, elle, est tombée malade en prison. Ses jambes ont enflé. Ses yeux se sont voilés. La femme qui contrôlait tout, les comptes, les terrains, les vies, ne contrôlait même plus sa propre vessie. Elle appelait les gardiennes __quote _63 et leur demandait de lui apporter de la tisane. Personne ne lui en apportait. Mais la karma ne s'est pas arrêtée là. Sans Maha Bernadette pour gérer les affaires, tout s'est effondré comme un château de cartes dans la pluie. Les magasins de matériaux ont été fermés par les créanciers en moins de 3 mois. Les employés, qui n'étaient plus payés, ont pillé le stock avant de partir. Les immeubles de Douala, qu'elle avait hypothéqués pour financer le train de vie du chef, ont été saisis par la banque. Les locataires ont reçu des avis d'expulsion. Certains ont refusé de partir et squattent encore les appartements aujourd'hui. Les terrains de Banjoun ont fait l'objet de litiges familiaux féroces. Les frères du chef, les cousins, les oncles, tous ceux qui courbaient l'échine devant Maha Bernadette quand elle était libre, se sont jetés sur les parcelles comme des vautours sur une carcasse. Le tribunal foncier de Bafoussam traite encore 4 affaires liées à cette succession. Tantine Agnès, la sœur du chef, celle qui avait ri d'Adélaïde en la traitant de fille de rien, a vu son propre mari la quitter 6 mois après le procès. Il disait qu'il avait honte d'être associé à cette famille. Tantine Agnès est retournée vivre chez une cousine éloignée à Bangangté. On dit qu'elle vend du savon au marché. Le fils aîné du chef, celui de Sandrine, avait maintenant 10 ans. Il a été recueilli par la sœur de Sandrine, Pulchéri, à Douala. Quand on lui a expliqué, des années plus tard, ce qui était arrivé à sa mère, il a refusé de porter le nom de son père. La grande villa de Bafoussam est restée vide. Les mauvaises herbes ont envahi le jardin. Les vitres ont été cassées par des jets de pierre. Personne ne voulait y habiter. Les gens disaient qu'elle était hantée par les esprits de 3 femmes. Et ce n'était que la justice. Adélaïde, elle, a accouché 1 mois après sa sortie de la concession. À l'hôpital régional de Bafoussam, entourée de sa cousine Mireille, de sa mère Maman Thérèse et d'une équipe médicale qui avait été prévenue de son empoisonnement, elle a accouché naturellement, sans complications. C'était une fille. Elle l'a appelée Victoire. Les premiers mois ont été difficiles. Adélaïde vivait chez Mireille, dans un petit studio au quartier Kamkop. Elle n'avait presque plus d'argent. Le bébé pleurait la nuit. Elle se demandait parfois si elle avait pris la bonne décision. Mais Adélaïde n'était pas le genre de femme à rester au sol. Elle a commencé par se soigner. Mireille l'a accompagnée chez un médecin spécialiste à Douala qui a fait un bilan complet. Les traces de misoprostol dans son organisme étaient faibles, grâce aux semaines où elle avait recraché la tisane, mais encore détectables. Le médecin lui a prescrit un traitement de 3 mois pour éliminer les résidus toxiques et renforcer son système. Ensuite, elle s'est relevée. Avec les 180 000 francs de son compte secret, elle a acheté une machine à coudre d'occasion au marché aux puces de Bafoussam. Une vieille singère à pédales, cabossée, avec la peinture noire qui s'écaillait. Mais elle fonctionnait. Le vendeur,
un vieux tailleur qui prenait sa retraite, lui a montré comment la régler. Adélaïde avait appris à coudre avec sa mère, des années auparavant, sur une machine identique. Ses doigts se souvenaient. Le bruit de la pédale, le glissement du tissu sous l'aiguille, l'odeur de l'huile de machine, tout lui revenait. Elle a commencé à fabriquer des uniformes scolaires. Elle connaissait chaque école de Bafoussam, chaque directeur, chaque parent d'élèves. Elle savait exactement quelle taille, quel tissu, quel modèle chaque établissement exigeait. Ce savoir-là, celui d'une institutrice qui avait passé des années dans le système, c'était son capital. Les commandes sont arrivées lentement d'abord. 5 uniformes par semaine. Elle les cousait la nuit, après avoir endormi Victoire, à la lumière d'une lampe de chevet posée sur la table de la cuisine de Mireille. Le bruit de la machine à coudre berçait le bébé. Puis 10 uniformes, puis 30. Puis, à la rentrée de septembre, une commande de 120 uniformes de l'école catholique Sainte-Bernadette. Adélaïde a souri en lisant le nom de l'école. Fin de Bernadette. La vie avait le sens de l'ironie. Au bout de 6 mois, elle a embauché une apprentie. Au bout d'1 an, elle en avait 3. Elle a loué un petit local au marché B, juste à côté de l'école où elle avait enseigné autrefois. Son ancien directeur, M. Tagne, est venu la voir un jour. Adélaïde a souri. Et elle l'a fait. 2 ans après son départ de la concession du chef, Adélaïde possédait un atelier de confection de 20 employés, dont 5 anciennes élèves qu'elle avait formées elle-même, un contrat avec 7 écoles de la région et un petit immeuble de 3 appartements au quartier Djeleng, juste à côté de la maison de ses parents, qu'elle avait entièrement rénovée. Nouvelle toiture en tuiles, nouveau carrelage, une cuisine équipée avec un réfrigérateur et une cuisinière à gaz, de l'eau courante dans chaque pièce. Papa Nguemo avait son fauteuil roulant neuf et un kinésithérapeute qui venait 3 fois par semaine. Il avait même recommencé à fabriquer de petits meubles en bois, des tabourets, des étagères, qu'il vendait aux voisins. Pas pour l'argent, pour la fierté de travailler encore avec ses mains. Maman Thérèse avait ses lunettes neuves et ne vendait plus de beignets au bord de la route. Elle aidait sa fille à gérer les comptes de l'atelier. Elle, qui avait toujours compté les pièces de monnaie au marché, comptait maintenant des centaines de milliers de francs sur un cahier de comptabilité. Elle portait des lunettes de lecture et un stylo bleu derrière l'oreille. Elle disait en riant « L'atelier s'appelait, comme sa fille, comme ce qu'elle avait gagné. » Adélaïde avait même commencé à former des jeunes filles du quartier à la couture. Des filles qui, comme elle autrefois, n'avaient rien d'autre que leurs mains et leur courage. Elle ne leur faisait pas payer la formation. Elle disait « On m'a donné une éducation gratuite à l'école publique. Je rends ce que j'ai reçu. » La petite Victoire avait 2 ans. Elle marchait, elle parlait, elle riait. Elle avait les yeux de sa mère, cette lumière que rien ne pouvait éteindre. Et elle avait le rire le plus contagieux de tout le quartier Camcop. Les voisins l'appelaient Cote 70. Un dimanche matin, Adélaïde est retournée à l'église presbytérienne du quartier. La même église où le chef Kamga l'avait remarquée pour la première fois, des années auparavant. Elle portait un complet en pagne qu'elle avait cousu elle-même, bleu et or, avec des motifs de soleil. Victoire était dans ses bras, habillée d'une petite robe blanche. Les femmes de l'église l'ont entourée. Certaines pleuraient, d'autres la serraient dans leurs bras, sans rien dire. Le pasteur l'a appelée devant l'assemblée. « Mes frères et sœurs, cette femme a fait ce que la plupart d'entre nous n'auraient pas eu le courage de faire. Elle a choisi la vérité
quand le silence était plus facile. Elle a choisi la justice quand la soumission était attendue. Prions pour elle et pour ses enfants. Adélaïde a baissé la tête. Pas de honte, de gratitude. En sortant de l'église, elle a croisé Pulchérie, la sœur de Sandrine, qui était venue de Douala exprès. Pulchérie tenait par la main le fils de Sandrine, ce garçon de 10 ans qui avait les yeux de sa mère morte. Pulchérie a pris les mains d'Adélaïde. « Ma sœur, grâce à toi, Sandrine peut enfin reposer en paix. Et Françoise, et Clarisse, tu leur as rendu justice. » Adélaïde a serré les mains de Pulchérie. « Non, a-t-elle dit doucement, ce n'est pas moi qui leur ai rendu justice. C'est elles qui m'ont donné la force. Chaque nuit, quand j'avais peur, je pensais à elles. Je me disais, je ne serai pas la 4e. Chers amis, cette histoire nous enseigne 3 leçons essentielles. Premièrement, la gentillesse n'est pas la faiblesse, mais la gentillesse sans vigilance peut devenir une prison. Adélaïde était bonne, généreuse, respectueuse. Mais elle a aussi su ouvrir les yeux quand son instinct lui a dit que quelque chose n'allait pas. Ne laissez jamais personne utiliser votre bonté contre vous. Deuxièmement, le silence protège toujours le bourreau, jamais la victime. Pendant 9 ans, tout le monde dans cette ville savait que les épouses du chef mouraient. Personne n'a rien dit. Personne n'a posé les bonnes questions. Si une seule personne avait parlé après la mort de Sandrine, Françoise et Clarisse seraient peut-être encore en vie aujourd'hui. Troisièmement, partir n'est pas perdre. Partir, c'est se choisir. Adélaïde a quitté une villa de 8 pièces pour un studio. Elle a quitté un mari riche pour une machine à coudre d'occasion. Et pourtant, 2 ans plus tard, elle avait tout. Tout ce qui compte vraiment. Sa vie, sa dignité, sa liberté et l'amour de sa fille. Ne restez jamais là où l'on vous détruit, même si l'on vous offre un toit en or. La couronne la plus lourde n'est pas celle qu'on porte sur la tête. C'est celle qu'on accepte de porter pour plaire à quelqu'un qui ne nous mérite pas. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche et dites-nous dans les commentaires quelle leçon de cette histoire vous a le plus marqué. Avez-vous déjà eu le courage de partir quand tout le monde vous disait de rester? On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez jamais, votre vie vaut plus que n'importe quel mariage.